Bonjour, bienvenue à ce deuxième entretien estival de quelques nuances d'auteurs de polar, qui est consacré aujourd'hui à deux Franco-ontariens, un polariste et une illustratrice, une artiste illustratrice. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir d'une part Claude Guillemin, qui est auteur, concepteur, scénographe, metteur en scène et cinéaste, et auteur d'un premier polar, et d'autre part José Durand-Lot, qui est artiste de collage en technique mixte. Elle va nous expliquer tout ça. Et elle est la créatrice de la couverture du Polar de Claude. Alors, bienvenue à vous deux. Merci. Alors, si on commence d'abord avec le parcours de Claude Guillemin, c'est intéressant parce que quand j'avais fait mon avis de lecture, je me souviens, Claude, on a eu un petit échange à un moment donné et on s'est aperçu que et son père et mon père étaient nés dans le même quartier à Québec, dans le quartier Limoilou. Ton père est né en 1930 et mon père est né en 1920. Et je me souviens, Claude t'avait dit, je suis allé, j'essayais de voir où est-ce qu'il demeurait, mais tu savais pas exactement où il demeurait. Hmm. Oui, oui, puis c'est pas loin, hein. Je pense, à un coin de rue, là. Ouais, c'est ça. Ça fait que, il existe un outil intéressant pour les historiens. Moi, j'ai une formation en histoire, là. Et un outil intéressant pour les historiens, ça s'appelle l'annuaire Marcotte, qui existait à l'époque. Alors, moi, je suis allé dans les années 1930, 1920, à cette époque-là. Et c'est là que j'ai trouvé l'adresse où demeurait ton père. C'était le 122 7e rue. Alors, on le voit à l'écran, le quartier Limoilou, là. Et mon père, lui, il demeurait à 900 mètres de là, euh, sur la 4e avenue, au 170 4e avenue. Ah, c'est quand même, je trouvais ça drôle, là. On se connaissait pas, puis on a une origine commune, d'une certaine manière. Toi, Oui, t'avais pas connu vraiment Limoilou. ben, c'est ça. Puis mon père, je pense que, si je me rappelle bien, ils ont habité là peut-être juste un an. Euh, OK? Mon grand-père, puis ça, c'est toute une autre histoire. Euh, Ouais, et puis, puis peut-être qu'un jour, s'il me reste encore assez d'énergie, je vais me lancer là-dedans. Mais mon grand-père aurait eu un parcours assez particulier. Et puis, il est même disparu à un moment donné. ouais. Dans l'annuaire Marcotte, en tout cas, à cette adresse-là, c'est marqué que Léo Guillemin, c'est pas, c'est lui, ton grand-père Léo Guillemin, était surintendant à la Compagnie des prêts mutuels. Ouais, ouais. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis mon grand-père, lui, il était employé du Canadien National Railway, du CNR. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ton grand-père, à un moment donné, a habité à New York. Oui, ils ont déménagé en 1937, mon grand-père, grand-mère, mon père et mon oncle. Ouais. Et puis, Et mon grand-père, lui, il a vécu en partie à Staten Island, dans l'État de New York. à la même époque. Probablement à la même époque. Oui. C'est quand même, Ben, c'est quand, c'est quand même incroyable, hein? c'est ça, puis c'est aussi à un moment donné, puis après la prohibition, je soupçonne que mon grand-père a été impliqué dans tout ce qui se passait au travers, à travers à cette époque-là où il y avait beaucoup de contrebande d'alcool. À un moment donné, ma cousine a trouvé euh, euh, dans les dossiers d'archives où on traverse la douane. Ah, Mon grand-père serait revenu de New York vers Saint-Hilaire, mais pour une raison qu'on soupçonne, il est passé par Maine. Donc, il est ah passé ouais. de Maine au Nouveau-Brunswick. Et sur le dossier, sur la ligne, ça indique qu'il avait sur sa personne 2500 dollars. Ça, c'est en 1933, quelques mois après la fin de la Prohibition. Donc, je veux pas sauter aux conclusions. Sauf que tes grands-papas est allé chercher ça. On ne sait pas. Ah, Ils sont déménagés par la suite à New York. Et en 42, mon grand-père, littéralement, il est disparu. Et puis, grand-maman, puis mon père et mon oncle sont retournés à Saint-Hilaire. toi, tu es né à La Prairie, près de L'après, Montréal, oui. et à l'âge de 8 ans, vous avez déménagé en Ontario. Oui, donc entre la Prairie puis Toronto, il y avait Candiac. Donc, on était Candiac, oui. dans T'étais la... pas loin de La Prairie.
là, mais c'était vraiment, là, on était les premiers propriétaires de cette maison-là. La maison derrière chez nous était encore en construction. Il y avait beaucoup de construction. C'était tout nouveau, Candiac. Le- Il y a eu un court séjour aussi en 69 à Cedar Rapids aux États-Unis. Ça, c'était dans quel contexte? Ben, c'est ça. Mon père travaillait pour une compagnie c'était de la machinerie pour réparer des moteurs de voitures. Et puis, mon père, puisque, bon, on vient de le dire, a vécu à New York. Il parlait parfaitement anglais, sans accent, comme moi d'ailleurs. Et puis, donc, pour travailler au Québec, pour vendre au Québec des produits d'une compagnie américaine, il était idéal, c'était Ah parfait. ouais, Donc, il y a eu une ascension assez rapide, rendu en 66, quand on est déménagé à Toronto. Il était gérant régional des ventes pour cette compagnie-là, compagnie américaine. Et en 69, il a été promu au poste de gérant général des ventes de toute la compagnie. ah ouais, On s'est rendu à Cedar Rapids en croyant que c'était là qu'on était pour habiter. Et puis, mais un an plus tard, pour des raisons que je n'ai pas encore trouvées, on est revenu. Mon père a démissionné, il est parti. La seule chose que je peux dire, il était peut-être meilleur vendeur qu'administrateur. OK. Mais il y a d'autres patentes de louche là-dedans. Toi, tu as étudié à l'école secondaire Étienne Brûlé à Toronto, puis tu as fait des études universitaires en anglais au département de théâtre de l'Université d'Ottawa. Est-ce que tu étais jeune, est-ce que tu avais déjà en tête cette idée-là de faire du théâtre, de travailler dans le milieu artistique? Oui, à Étienne Brûlé, je pense que j'ai joué dans 3 pièces. Euh, j'ai travaillé sur les décors, je faisais partie de l'équipe technique. J'ai même joué de la batterie très, très mal un garage. Et puis, mais donc, c'est ça, en 13e année, je- à Étienne Brûlé, à l'époque, il n'y a personne qui se lançait dans le domaine des arts, quoi que ça soit. C'était comme, personne parlait de ça. Donc, moi, je pensais qu'un bon choix, ça serait la géographie. Donc, Ah ouais. je me suis inscrit à l'Université d'Ottawa en géographie. OK. Euh, ben, c'est pas un choix que j'ai regretté. J'aime beaucoup la géographie, mais c'était pas pour moi. Et puis, mais aussi qu'il y avait une question de français là-dedans, une question. Puis je sais pas si on veut rentrer là-dedans, mais non, je pense qu'on veut pas rentrer là-dedans. Au niveau euh, de mon niveau de français en sortant du secondaire n'était pas assez bon. Mon français n'était pas assez bon pour que je puisse continuer mon cours universitaire en français. Donc, j'ai abandonné, puis je suis retourné l'année suivante en anglais, en théâtre. OK. Toi aussi, José, tu as étudié à la même école, non? Oui, oui, Mais est-ce que vous vous étiez connus à ce moment-là? non, c'est parce que Claude, il est bien plus vieux que moi. Non, c'est pas vrai. Mais on n'était pas là en même temps. Ah, OK. Moi, je suis arrivée à Toronto en 74. Ouais, Puis, j'aurais fréquenté Étienne Brûlé, je pense 78, le début de l'école secondaire en 78. Ouais. mais toi, tu es né au Québec aussi, Oui. Oui, moi, je suis née au original. Québec. J'ai grandi à Saint-Eustache. Ouais, Puis je suis arrivée à Toronto, c'est ça, en 1974. OK. Voilà. Ouais. Claude, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai terminé en 76, moi. OK. Ah, Ah bon, OK. En 70. Bon, ensuite, tu as travaillé comme accessoiriste et directeur technique au Centre national des arts. C'est une première entrée dans le monde officiel du théâtre. Premier job Bon, ouais. qui payait pour vrai, là. Ouais. Puis tu es retourné après ça en 85 à Toronto. Tu es devenu metteur en scène à l'intérieur, dans le milieu du théâtre anglophone. C'était d'abord les premières interventions. Tu as travaillé dans le domaine des effets spéciaux au cinéma. Qu'est-ce que tu faisais comme effets spéciaux? Mais, si on prend un petit pas en arrière, au Centre des Arts, ma première job, c'était comme accessoiriste. Donc, euh, euh, chez nous, mon père avait ce qu'on dit une shop à bois dans la cave.
il faisait des meubles. Et puis donc, très jeune, il m'a appris à travailler le bois, Ah ouais, réparer mon bicycle. À 16 ans, j'ai changé le moteur dans ma première voiture. Donc, tout ce qui est outils, et puis patentage, c'est un peu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, finalement, c'est ça qui m'a permis de continuer en théâtre ah euh, ouais, pendant 40 ans parce que je pouvais toujours trouver du travail dans des productions, soit comme accessoiriste, soit comme pour bâtir des décors, etc. Et puis quand on a créé notre propre compagnie, Louise Nobert et moi, entre autres, à Toronto, de théâtre, ben, c'est moi qui faisais la conception et qui faisais la construction des décors. Pas juste c'est parce que c'était une passion, c'est parce que j'aimais faire ça. ouais, ouais. Mais aussi pendant les années 90, j'ai travaillé pendant à peu presque 10 ans aux effets spéciaux, au cinéma et en publicité. OK. En 93, tu as signé ta première mise en scène, la pièce Good de C.P. Taylor. C'était quoi ça? Ben ça, c'était la première mise en scène en français. En français, oui. Ouais. Parce que j'avais fait déjà une bonne quinzaine de mises en scène en anglais. Et puis, Good, c'est une pièce britannique qui parle ça se passe en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, OK. Littéralement, c'est l'histoire d'un bon gars, une bonne personne, professeur à l'université, qui écrit à un moment donné, à cause de la démence de sa mère, il écrit un roman, un livre qui est en faveur de l'euthanasie. Hmm. Les nazis euh, mettent la main sur ce roman-là et puis invitent le cher professeur, M. Alder, à venir faire un tour, à discuter. Et éventuellement, cette bonne personne, dont le titre Good, se retrouve membre du parti nazi. Éventuellement, et à la toute fin, il se rend compte qu'il a contribué à ce qui sera la solution finale. OK. Donc, voilà. Mais je pense que c'est peut-être le plus beau morceau de théâtre que j'ai vu et sur lequel je l'ai monté deux fois. Je l'avais monté en anglais avant. C'est une pièce musicale. Le personnage principal, euh, la façon qu'il gère son angoisse, il se perd dans la musique. Donc, OK. dans la pièce, il y a une band, un orchestre live de jazz et où il y a aussi du Schubert, Chopin, Mozart. Ah ouais. Et ça se joue avec. Les musiciens jouent pour vrai, chantent pour vrai. C'est magique comme. Mais c'est parce que ce qu'on on sait. La raison pourquoi ça fonctionne, c'est qu'on sait où il s'en va, lui. OK. Il n'est pas lui. Et puis ça, c'est une leçon d'écriture que j'ai toujours gardée. Parce que c'est ça qui est intéressant quand le public sait quelque chose que le protagoniste ne sait peut-être pas. OK. Donc ça, j'ai retenu ça. Ouais. Est-ce que c'est une pièce que tu avais eue, toi, José? Non, ça, c'était avant que je connaisse Claude. C'est en quelle année, Claude, t'as dit? En 93. C'est Ah, OK. C'est ça. Fait que non, moi, j'étais dans un autre domaine à ce moment-là. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup dans le théâtre, des spectacles de la scène, parce que j'avais ma propre boîte de communication Ah, ah. qui se spécialisait dans les arts de la scène. Et j'ai commencé ça en 1997. OK. Fait que moi, Donc, le théâtre, tout ça, je connaissais pas trop ça. Alors, non, mais c'est mon Dieu que ça a l'air tellement bon comme ouais, ouais. concept. Oui, Wow. tout à fait. On regrette que ça n'ait pas été enregistré en vidéo et être capable de le visionner, hein. Ben, c'était une belle production. Puis je suis surpris. Ça a été, moi, je l'ai vu pour la première fois quand je travaillais au Centre national des arts, quand j'étais directeur technique d'une des salles. Et puis ça m'avait vraiment bouleversé. Et puis je voulais la monter. Je l'ai montée en anglais premièrement. Puis après ça, Diana Leblanc, qui était directrice artistique du Théâtre français, à un moment donné, j'ai pitché ça. J'ai dit, écoute, lis ça. Puis elle l'avait lu en anglais. Puis on avait trouvé une traduction française. Et puis, c'est- c'est- pour moi, c'est un texte incontournable. Je suis surpris que ça n'a pas eu plus de diffusion. En 94, tu as cofondé le théâtre éclectique. C'est devenu par la suite le théâtre de la Tangente en 99. Ça doit être une belle aventure.
Oui, puis on regrette un peu le nom de la compagnie. Tu sais, parce que on était un groupe, on était à peu près 6 personnes, et puis il y avait une personne qui travaillait à l'opéra, il y avait un musicien, donc c'était assez éclectique comme groupe. Donc on se trouvait bien smart en disant, on va appeler ça l'éclectique, mais il y avait 3 cas là-dedans, ça faisait un peu ça faisait un peu bizarre. Et puis on avait fait une représentation au Centre national des arts à un moment donné, puis je crois que c'est la directrice du FTA qui avait dit c'est bien bon ce que vous faites, mais changez de nom. Fait on y avait passé un peu, on avait trouvé la tangente parce qu'on s'est toujours trouvé un petit peu. Ouais. Si on parle de toi comme dramaturge, comme metteur en scène, scénographe, là, en 99, il y a eu la pièce L'Égoïste. Oui, ça, Alors, ça, ce sont des textes que tu as écrits, hein, n'est-ce pas? oui, puis, l'égoïste, tu sais, l'égoïste, d'abord, c'était un scénario de film. Je voulais écrire un scénario de film. Ce que j'avais complété. Et puis, mais un peu l'historique du théâtre La Tangente, notre première production, c'était euh, euh, une production des Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard, qu'on avait présenté à Toronto. Ça avait très bien fonctionné. On avait attiré l'attention des bailleurs de fonds, etc. Sauf que le Conseil des arts de- du Canada nous a dit, à cause du théâtre français de Toronto qui est là, euh, les Muses orphelines, c'était un peu dans le genre de théâtre que le théâtre français présentait. Donc, le Conseil des arts nous a dit, ben là, pourquoi est-ce qu'on subventionnerait 2 compagnies qui font le même genre de Ah ouais. production? Donc, c'est là qu'on a dit, ben, on va faire nos propres shows. Et j'avais un texte qui était, au moins l'histoire, c'était pas en forme de théâtre, mais c'était quand même une histoire avec des personnages. Donc, j'ai adapté assez rapidement en pièce de théâtre et ça a été notre première création. Donc, on avait déjà fait une production et là, notre première création, c'était C'est l'égoïste. Ça, c'était une histoire de cœur, hein, de cœur d'enfant, là, Ah, qui était facile. Hein? c'est vrai, ça, il y a une histoire de. C'est je pense que tu en parlais au début. Pour moi, l'écriture, parce que c'était la première chose que j'ai écrit à 35 ans. J'ai commencé à écrire à 35 ans. Euh, Situation familiale compliquée, relation avec mon père disons, assez tendue par moment. Et puis, ça faisait déjà quelque temps que je n'avais pas vu mon père à un moment donné, puis je suis allé chez lui. Et puis, les conditions dans lesquelles il vivait à ce moment-là m'ont beaucoup bouleversé. Et je suis rentré à la maison et j'ai écrit littéralement une description de l'appartement où il vivait. Ouais. C'était une chambre à coucher où il habitait avec son fils. Et puis, que j'avais remarqué, c'est il semblait avoir gardé toutes les cochonneries qu'on avait dans la maison chez nous quand j'étais jeune. La vieille Ah ouais. balayeuse, tu sais, et des montagnes et des montagnes de livres. Mon père lisait beaucoup. Et puis, ça m'avait vraiment, si vous me permettez l'expression, crissé à terre. Et puis j'ai écrit ça. C'était la première chose. Donc à ça, j'ai ajouté, bon, ben là, tout à coup, il y avait deux bonhommes, 2 frères qui venaient visiter cet appartement-là. Mais ça ressemblait beaucoup à la relation de mon frère et moi et mon père. Et puis, l'histoire de cœur, pas ça. Puis dès ce moment-là, je pense que la façon dont tu as décidé d'écrire cette pièce-là, là, c'est en te laissant inspirer, en fin de compte, progressivement, en ajoutant les éléments au fur et à mesure, sans nécessairement au départ avoir une vision complète de l'histoire. Mais je pense que ça a toujours été comme ça que je travaille. C'est le même principe pour Wellsford. On a parlé brièvement des productions de La Tangente, l'avant-dernière création, americandream.ca, sur Ouais, laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Ça a commencé par un monologue que j'avais écrit pour un des comédiens. Et puis, un monologue mené à un deuxième monologue, un troisième. Puis là, après ça, j'avais 6 personnages, mais je savais pas c'était quoi la relation entre eux. Tout à coup, je les ai mis ensemble. Puis, regardons, c'est une famille. Et puis, ouais, bon, ça a mené à une trilogie de 3 heures et demie. Euh, ouais.
C'est ça, rien de planifié, mais euh, qui m'a permis de visiter l'histoire de mon grand-père, qui m'a Ouais, visité, m'a permis de... Il y a beaucoup le côté géopolitique dans beaucoup des choses que j'écris. Donc, tout ce qui est interventionnisme des États-Unis, par exemple, un des personnages parle carrément de la situation de l'Iran, la relation entre l'Iran et les États-Unis, et puis et j'ai écrit ça il y a plus de 10 ans, où le personnage dit que c'est de la foutaise, euh, ouais, la situation que les ouais. Israël et les États-Unis disent que l'Iran était sur le bord d'avoir l'arme nucléaire, c'était de la foutaise. Moi, j'ai écrit ça, moi, il y a déjà 10 ans, là. Donc, c'est très actuel en ce moment. Avant d'arriver à American Dream, tu avais aussi publié ou écrit La Passagère en 2002, Petits crimes conjugaux en 2005, ça c'était plus la mise en scène à ce moment-là. Requiem pour un trompettiste, Oui. puis L'Implorant. Alors, ce sont des sujets très variés, là. Ben, disons, la passagère, rapidement, il y a toujours le même petit côté historique. Le background, la passagère, finalement, c'est l'histoire d'une chanteuse en 1912 qui se rend, une Québécoise, qui se rend à Paris pour étudier le chant. Elle devient très célèbre, par contre, pas parce qu'elle est particulièrement douée, quoique elle doit l'être, mais c'est parce qu'elle est passagère sur le Titanic. Donc, elle devient plus célèbre à cause de ça que par rapport à ça. Donc, il y avait ça. Requiem pour un trompettiste aussi, ça, c'était vraiment. Moi, j'étais carrément en colère contre le gouvernement ontarien de l'époque en 2000. C'est vraiment une critique de la situation. Je ne sais pas si les Québécois sont au courant, mais en 1999, un petit village à Walkerton, dans le Ouais, ouais, nord. une affaire de traitement d'eau, quelque chose comme C'est ça. ça. Ben, parce que le gouvernement Harris avait, à l'époque où il y avait 120 inspecteurs pour l'eau potable, etc., sous Harris, il en restait 12. Ah Euh, ouais. donc, c'est carrément à cause de ça qu'il y a eu, à un moment donné, des erreurs qui ont été commises qui a mené à l'empoisonnement de l'eau potable dans ce village-là. Ah, Et moi, que l'ex-premier ministre du pays se retrouve sur le terrain de golf avec ses chums. Ça, moi, j'en pouvais pas. Donc, j'ai écrit une pièce, ça se passe dans un petit village francophone. Mais j'ai transformé ça pour que ça soit un genre de film noir des années 50, mhm. avec une trame musicale très jazz, très Miles Davis. Euh, mais c'est encore là un genre de commentaire politique. Ouais. C'est une production très engagée, en fait. C'est- Ouais, ben, il y avait une particularité que ce qui arrive, c'est qu'il y avait deux éléments. Il y avait, c'est qu'on a deux, ce qui semble être deux histoires. Il y a l'histoire à la mairie, le bureau du maire, les adjoints cherchent à trouver une façon de sortir le maire du pétrin. Et de l'autre côté, de ce qui semble être une ruelle, il y a une chambre d'hôtel où il y a une madame. Et puis finalement, on comprend que ben, le maire, au lieu d'être en train de réviser ses dossiers, il est à l'hôtel avec la madame. Euh, Mais ce qui arrive, c'est que ça se passait, les deux côtés se passaient en même temps. Le public était séparé en deux. Et puis, on regardait ce qui semblait être le premier acte. À l'entracte, le public changeait de côté et Ah, et on recommençait. Donc, les gens pensaient qu'on était pour voir la suite, mais non, ils sont en train de voir l'autre côté de la même histoire. intéressant. Et le truc pour ça, pour pouvoir coordonner les deux côtés, parce que les acteurs ne se voient pas, mais quand il y en a un qui prend le téléphone puis il appelle en quelque part, puis ça sonne, L'autre côté. il faut que les acteurs soient à la bonne place. Donc, Ah ouais. Louise Nobert, qui est la directrice artistique du Théâtre La Tangente, son frère Claude Nobert, avec qui on a beaucoup travaillé, a composé une musique, une trame musicale qui fonctionnait pour les deux côtés en même temps. C'est Ah, super quand même. Mais c'était vraiment dans le timing. Il y avait des repères musicaux pour que les comédiens sachent que, bon, la scène achève. ah Ils ouais. sont à la bonne place. Donc, c'était Ah, une belle expérience. oui, tout à fait. Tu es aussi réalisateur. Ça peut te réaliser des films pour l'ONF. En 2006, Portrait d'un parfait inconnu. En 2008, Entre les lignes.
Ça, c'est en lien avec, si je me Le souviens projet bien, d'armes. c'est ça, oui. En 2010, La Sentinelle, un portrait de Françoise Fauché, dont la fille est décédée d'ailleurs Il y a 2 semaines. Ouais. il y a 2 semaines à peu près. En 2011, le 22e régiment en Afghanistan. Alors, j'avais vu que là, tu étais allé même en Afghanistan pour faire le tournage de cet documentaire-là. Comment ça s'est passé? C'était particulier. Comme tu viens de dire, ça faisait partie du projet. C'est un projet c'était pour le centenaire du Royal 22e en 2014. Et puis, l'ONF avait, ben, avec les forces canadiennes, avec le 22, avait décidé que ça prendrait un documentaire là-dessus. Et puis, je ne sais pas exactement quelle raison, comment je me suis retrouvé là, mais on m'a donné le projet. Et puis c'était sur 4 ans. Et puis donc au moment où on était en pleine production du documentaire, le 22, euh, la façon que ça fonctionne dans ces circonstances-là, il y a 3 régiments canadiens. Il y a le 22e, il y a le RCR, Royal Canadian Regiment, et puis il y a le Princess Patricia Light. euh, Light Infantry Battalion. Bon, PPCLI, qu'ils appellent. Et puis, c'est en rotation. Donc, à tous les 6 à 8 mois, pendant OK. le conflit en Afghanistan, ils changeaient de régiment. Donc, en 2011, alors qu'on était en pleine production, le 22 était en Afghanistan. Et puis, ça me semblait, ça nous semblait, ça aurait été un peu hypocrite de travailler sur un documentaire sur le 22e sans se rendre sur place. Euh, de dire, ben oui, on a fait une recherche, puis de se fier seulement sur la recherche des archives et des livres. Donc, je croyais qu'il fallait y aller. Et puis, on s'est rendu sur place. On était là 16 jours. Les 16 jours, ce qu'on appelle en anglais outside the wire, qui veut dire on n'était pas à base de canard. On était vraiment dans les bases avancées pendant 16 jours. Ah, Euh, dans les petits villages où des bombes, par exemple, la dernière journée qu'on était là, le dernier Canadien à mourir parce qu'il avait pilé sur une mine, ça se passait quand on était là. ah ouais. Il y a eu les funérailles, on était sur le tarmac à la base de Kandahar. La cérémonie, on a même filmé ça, la Ouais. cérémonie, le cercueil embarque dans l'avion, etc. C'est une expérience marquante. Ça. Ben oui, puis c'est pas la place, mais ça revient beaucoup à mon écriture dans le sens que c'est mon commentaire politique là-dedans, c'est que c'était c'était clair pour moi, et puis je vais le dire en bon québécois, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ah, Mais vraiment là, les gens tu sais, est-ce on essaie de nous faire comprendre on va amener la démocratie aux Afghans? Je pense pas. C'est pas ah, ça qui se passe. Et puis donc pourquoi on est là, quelles sont les motivations, quelles sont les raisons et comment est-ce que tout le brouhaha géopolitique nous a menés là et qui est le même qu'aujourd'hui. euh, C'était ah, vraiment, c'est comme, bon, OK, on vit des gros mensonges qui a eu un impact sur l'écriture de American Dream tout le long. ouais. Puis je te posais la question là-dessus parce qu'il y a un personnage qui apparaît très, très rapidement dans Westworld qui revient de l'Afghanistan. Euh, Dans Wellsford, attends, il faut que tu me rappelles, là, parce qu'il ouais, y a. ouais, dans la grange, là. Ah, OK, oui, Ah ouais, c'est une courte apparition, mais c'est référence au fait qu'il revenait de. il est le copain d'un autre qui est revenu d'une autre C'est guerre. ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ensuite, il y a eu en 2014, je me souviens, ça c'était pour le centième anniversaire du 22e régiment. En 2017, Urgence de dire, c'est un portrait de Brigitte Engel. Je ne connaissais pas cette personne-là. C'est une Ben, Brigitte. Brigitte Anquez, elle était, premièrement, elle a été, elle a eu ses débuts au TNO, Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury. Elle a OK. travaillé avec Jean-Marc Dalpé. Ils ont pas fondé le théâtre le TNO, ils n'ont pas fondé, mais ils ont
vraiment aidé à mettre le TNO sur la map début des années 80. Et puis, elle a sa propre compagnie à Montréal, Brigitte. Et puis, mais elle a été pendant, je crois, presque 10 ans, directrice artistique du Centre national des arts, OK. du Centre national des arts. Donc, les petits films dont tu parles, celui de Françoise Fauché, celui de Brigitte, c'est des courts-métrages faits pour Ouais, le prix du gouverneur général. ouais, Donc c'était un court-métrage pour un peu illustrer la carrière de Brigitte. ouais. Pour Linda Hamilton, la même chose. Même chose, c'est exactement le même truc. Puis il y a eu en 2022 Vimy Mémorial Vivant. Puis j'ai sauté aussi sur la corde raide. C'est encore un sujet fort intéressant là, sur le refus du Canada de participer au conflit en Irak. Ça aussi, ça faisait partie de tes intérêts et de tes préoccupations aussi. Ben oui, je crois que les autres, c'est des projets on m'a demandé de faire, mais Corde Raide, c'est quelque chose que moi je voulais faire parce que Euh, en route vers l'Afghanistan, quand on est arrivé en Allemagne, on devait attendre pendant une semaine en Allemagne. Donc, on est allé se promener au nord de la France. On est allé voir les cimetières de guerre, etc. Et puis, un matin, on était là en train de déjeuner. Puis, aux nouvelles, on nous annonce qu'on vient d'envahir la Libye et que le Canada était, disons, je pense, le général canadien Ah euh, ouais. était en charge de tout ça. Puis c'est comme, ben, voyons donc comment. On vient d'envahir la Libye, là, mais d'où c'est que Mais qu'est-ce qu'on fait là encore une fois? qu'est-ce qu'on s'en va faire en Libye? Et puis, donc, moi, ça m'avait. Ça fait donc, des années plus tard, quand comme je dis, donc, il faut que je fasse quelque chose avec ça, là. Ça a pas de sens. Donc, le projet, initialement, de Corde Raide, c'était le refus d'aller euh, en Irak, mais aussi, par contre, en contrepartie, de participer à l'invasion de la Libye. Mais pour des questions de budget, etc., parce que Cordered est devenu un long métrage, juste sur la partie Irak. On n'a pas pu faire la partie Libye, mais quand même, ça a fait. C'est un très beau projet. On a tourné une entrevue avec l'ambassadeur du Canada à l'époque euh, aux Nations Unies, Ah. dans la grande salle. Donc, c'était assez impressionnant. C'était le fun. Pour les gens qui seraient intéressés à lire la production théâtrale, par exemple, c'est disponible dans les bonnes librairies. Sur le site de librairie.ca, vous allez retrouver tous ces titres-là. Ouais. Oui, oui, j'ai vérifié. Et, et tu m'as envoyé également le lien où on retrouve, où il est possible de visionner tous ces documentaires sur le site de l'ONF. Alors, ça va apparaître, ces adresses-là vont apparaître à l'écran. Le tout premier film, Portrait d'un parfait inconnu, qui est c'était mon premier film, c'était un court-métrage pour l'ONF, qui est à propos de mon frère, qui est décédé. Euh, et puis, les premières images qu'on a tournées, on les a tournées euh, dans le quartier de Wellsford Ah Garden. ouais, Donc, ah ouais. littéralement, le premier shot du film, c'est ma réflexion dans l'eau de la piscine en La question. fameuse piscine, ouais. La fameuse piscine de Wellsford. Ouais, la piscine qui a disparu. Oui, exactement. Récemment. Oui, puis, Ouais, il y a une photo, il y a une très belle photo qui a été prise ouais, que tu vas on pouvoir va. montrer, Ouais, qui est littéralement euh, avec un copain je suis allé sur les lieux à un moment donné, puis il prend une photo de moi et puis je suis devant ce qui semble être un stationnement bien ordinaire, ouais, mais qui à l'époque, quand j'étais jeune, quand j'habitais ce quartier-là, c'était la piscine qui était là. ouais. Donc ils ont littéralement, ils ont pavé comme dirait Joni Mitchell, they paved paradise to put up a parking. Ça coûtait trop cher de la réparer, alors là, C'est simplement remplir et faire un stationnement. J'ai posé la question, j'ai dit, voyons, où est-ce qu'il y a la piscine? Elle dit, ah, ça coulait un peu, ça qu'ils l'ont pavé. De ton côté, José, on a dit que tu étais né dans la région de Montréal, de déménager à Toronto. Tu as grandi aussi à Don Mills?
Donc, Oui, c'est un effectivement. quartier que tu connais bien à ce moment-là. Oui, Quand très tu as lu bien. le roman de Claude, tu avais tes points de repère. Oui, oui, ben c'est ça. Alors moi, j'ai connu Claude quand je faisais des relations de presse. Puis on a travaillé ensemble, je crois, sur 3 productions, Claude, si je me trompe pas. Euh, et quand Claude a écrit Wellsford, il m'a contacté parce qu'il savait que j'étais aussi une collagiste, puis qu'il avait même acheté une de mes pièces à un moment donné, je sais pas si c'était dans une foire d'art ou quoi que ce soit, mais en tout cas. Alors, alors c'est ça, fait que quand j'ai reçu le synopsis du livre, j'ai trouvé ça tellement intéressant, mais j'ai dit non, j'ai besoin de plus. Il faut que je lise le livre. Alors, la maison d'édition a été super, puis ils m'ont envoyé le texte. Il n'était pas à 100% euh, Terminé. comme terminé. Mais il était terminé, mais je pense qu'il y avait encore des, Ouais, editing à faire. Alors, mais en tout cas, j'ai lu le livre d'une shot. ouais. C'était tellement extraordinaire, puis surtout parce que je reconnaissais beaucoup des endroits, les quartiers, tu sais, les petits raccoins, les petits restaurants, quoi que ce soit. Fait que moi, Ah ouais. je suis retournée pas mon enfance, mais dans mon adolescence à Don Mills. OK. Alors, j'ai trouvé ça super, oui. C'est qu'on va parler de la couverture un petit peu plus loin, là. Tu as joué de la flûte Oui, oui, alors que oui. Claude jouait de la batterie. Ben oui, on apprend des choses sur l'un et l'autre en Ouais. cette entrevue. J'ai étudié la flûte traversière, je suis allée Ah à ouais. l'Université de Toronto et j'ai joué dans un duo de flûte et guitare. OK. Dans le duo. J'avais quelqu'un qui jouait la guitare, alors c'était plutôt de la musique classique. Alors j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Ouais. Puis en 99, tu as rejoint le Samba Squad. C'est un groupe Oui, de percussion de musique du monde. Tu as oui, joué du tambourin c'est pendant une dizaine ça. d'années. C'est ça, c'est le petit tambourin qu'on frappe avec une baguette. Ouais. Ouais, la première fois que je suis allée, j'ai mon premier coup, j'ai tombé, je suis allée au ciel. Là. J'étais Ah, comme complètement, euh, j'ai tellement aimé ça, puis je l'ai fait pendant 10 ans. ah. Alors, on a joué partout en Ontario, on a joué au Québec, Festival de jazz de Montréal, on est allé en Colombie-Britannique, on est allé à Tobago, c'était super. Et c'est ça, c'est un peu comme de la tradition brésilienne, où est-ce qu'on les OK. des grosses orchestres. Fait qu'on jouait de la musique brésilienne, mais aussi des rythmes du monde aussi. Ah ouais. Puis en 97, tu as créé, tu as dirigé ta propre entreprise de relations publiques. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est. Non, j'ai Non? pris ma retraite il y a 3 ans. OK. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai eu des clients merveilleux. J'ai travaillé en anglais, mais aussi beaucoup en français. Je pense que j'étais la seule relationniste francophone à Toronto pendant un bon bout de temps. Fait que j'ai eu des super beaux projets, des festivals, des pièces de théâtre, toutes sortes de choses, des projets de danse. J'ai adoré. Et puis, ben là, avec la COVID, tu sais, on n'a pas eu de travailler pendant 2 ans. Et puis, ça a été un peu comme impossible de retourner à ça. C'était juste pas possible. Alors, fait que c'est ça. J'ai pris ma retraite finalement. Tu as commencé à créer, à faire de la création artistique déjà quand tu étais enfant. Hein. Je pense que tu aimais déjà griffonner toutes sortes de dessins. Tu faisais de la peinture abstraite. Oui, oui, exactement. Oui, des petites peintures abstraites que mes parents ont même fait encadrer. Ah J'avais ouais. peut-être, je sais pas, 11 ans, peut-être 11 ans. Puis quand je les regarde, je suis là, ouais, la composition est bonne, les couleurs sont belles. Et puis aussi, j'ai retrouvé un projet quand j'étais en 6e année, puis c'était un collage. Fait que déjà, tu sais, je pense que c'était déjà en moi. Fait que oui, j'ai commencé jeune, c'était pas sérieux, sérieux. Mais après ça, à un moment donné, j'ai commencé à faire des cartes de souhait. Ouais. Je décorais des boîtes à cigares. Mais c'était toujours le collage. J'adore le papier, j'aime toucher le papier, découper le papier, c'est très méditatif pour moi. Fait que tu t'intègres le collage, la peinture, la photographie.
ça. Oui, différents médiums, des pochoirs. Je vais coller tu sais, des choses qui ça n'a pas rapport avec l'art, mais que ça donne des belles Ouais, textures. ouais. Ouais. On va voir à l'écran, je vais aller capturer des images de la série Bouddha, par exemple, Oui, oui, la série Vintage oui. et la série Devas et Devis. Peux-tu nous en parler un peu de ces séries? Ah oui, oui, ben c'est ça, c'est comme Krishna, Tara, Durga, c'est les déesses et les dieux hindous. J'étais vraiment captivée par les couleurs, par les visages. Puis je fais toujours des recherches, qu'est-ce que ça représente. Moi, c'est comme je fais jamais rien, à moins qu'il y ait comme ça représente quelque chose, il y a une petite histoire. J'adore utiliser les femmes vintage, comme tu as dit, parce que souvent, tu sais, les années 20, les femmes se sont émancipées, puis, tu sais, le corset est parti, puis, puis j'ai trouvé des personnages qui ont été, tu sais, qui faisaient des choses qui n'étaient pas comme trop acceptées par les femmes à cette époque. Fait que j'aime les femmes fortes, ces Ah, images. ouais. Puis je voyais sur ton site aussi où c'est écrit que tu n'as pas vraiment une idée de direction vers ce que ça va donner. Un peu comme Claude d'ailleurs, hein, tu pars avec une idée, puis on ajoute les morceaux, puis on arrive à partir avec l'œuvre finale. Vous avez une démarche un peu similaire Ouais, ouais, ben dans vos c'est ça. domaines. Quand j'ai écouté Claude, j'ai remarqué ça. Oui, pour moi, c'est comme, je vais commencer avec une image, comme l'image de la femme en question, disons. Puis, j'ai comme une idée, mais c'est parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Je pense que ça vient de l'au-delà, je ne sais pas, je peux pas l'expliquer. Puis ça sort au travers de mes mains. Puis quand j'ai Ouais, fini, des fois, je me dis, ben, comment j'ai fait ça? Tu sais, je ouais, regarde mes pièces, puis je sais pas si je serais capable de les refaire. ouais. Parce que je suis tellement absorbée, puis ouais, ça me vient comme ça, je sais pas. C'est comme l'écriture, Claude, hein. Ben, oui, c'est ça. Puis moi, c'est la partie que j'aime le plus, je pense, parce que il y a quelque chose de très libérateur là-dedans. Je pense que si j'avais à suivre un plan ou une direction précise, je pense que je serais moins heureux. Moi, c'est la découverte, c'est le truc. La surprise, c'est comme dans Wellsford, entre autres, la scène que tu mentionnais avec le type qui revient de l'Afghanistan. Ça, c'est une scène que j'ai écrite peut-être il y a un an et demi ou deux avant la fin. Et puis, euh, j'étais rendu à la fin du livre. Je croyais avoir bouclé tout. Et puis, littéralement, comme le personnage, le protagoniste de Frank, il était en voiture, il roule vers Toronto, et tout à coup, il allume, et puis il retourne à ce même lieu où on avait rencontré le jeune, et puis il se rend compte, comme moi, au même moment, oh my God, j'ai dit, c'est de ça que j'écris. C'est ça, Mhm. la raison d'être de tout ça. Et puis, c'était littéralement, sans que je m'en rende compte, c'était finalement de dealer avec la relation avec mon frère, mon frère, qui est Ouais, décédé. Donc, c'est le personnage de Frank euh, qui, qui se rend compte qu'il avait, qu'il avait sévèrement jugé son frère sans le connaître, sans comprendre. ouais, Son frère avait fait les choix qu'il avait fait. Et puis, je me suis rendu compte en écrivant ce moment-là précis que c'était pas mal l'attitude que j'avais eue envers mon propre frère. tout à fait. Ce qui fait qu'on arrive justement à ce polar, qui est ton premier polar, quoique quand je regardais les notes sur Requiem pour un trompettiste, ça, tu joues un peu la carte du polar à ce moment-là. Donc, c'est peut-être pas ta première heure de polar, de polariste. On utilise de plus en plus ce terme-là, les personnes qui écrivent des polars. Mais ouais, Westworld, c'est vraiment un roman policier que j'ai trouvé extrêmement bien construit. D'ailleurs, comme toi, José, je l'ai lu en 2 jours. Là, c'est difficile de laisser tomber. Donc, on appelle un page turner, là, un tourne-page. Et au départ, j'étais un peu intrigué parce que ça commence en 1969 avec une bande de jeunes ados.
on se demande qu'est-ce que ces ados-là viennent faire là-dedans. Et évidemment, on va comprendre plus tard, là, mais ton point de départ, c'était quoi, là? Ce que tu as vécu déjà comme enfance, comme adolescence, ou Pour être assez franc, euh, je veux dire, tous les lieux dans le roman, autant les lieux contemporains que les lieux de 1969, sont des endroits que je connais ou que j'ai connus et qui ont existé ou qui existent encore. OK, Par exemple, Johnny's Hamburger, ça ouais, existe. Que je sache, ça existe encore. Ils ont ça existe fêté leur encore. 50e anniversaire il y a 2 ans, je crois. Et puis littéralement, référence des 4 jeunes, quand j'avais 10 ans et j'habitais le quartier qu'on appelle Wellsford, mais finalement, c'est pas un quartier Wellsford, c'est une rue, la rue Wellsford Gardens. OK, J'ai juste. Wellsford Gardens, ça avait moins de rythme comme titre que ouais. Wellsford. Euh, mais quand j'avais 10 ans, on partait, on allait manger une frite au coin et on prenait l'autobus, puis on allait. Tu sais, c'était pas loin, là. C'était peut-être. C'était peut-être 2 kilomètres, 3 kilomètres en autobus. On allait au centre d'achat où il y avait un cinéma et on allait voir des films. Et on était juste 2, 3, 4 petits culs, là. Nos parents Uh-huh. n'avaient pas de supervision, là. On allait manger nos frites, puis on allait au cinéma, puis on revenait. Donc, c'est un peu ça, c'était un point de départ. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, qui est le personnage de Frank. La première chose que j'ai écrit, c'est parce que à un moment donné, j'étais devant l'épicerie et puis il y a un type avec un de ces gros pick-up qui a littéralement qui essaie de se parker. Puis Ah ouais. comme j'ai dit tout à l'heure, moi je conduis à Toronto depuis l'âge de 16 ans. J'ai beaucoup de millage. Je connais les voitures. Je suis très gars de char. Et puis, Ah ouais. quand un gars essaie de rentrer son pick-up dans un spot où il n'y a pas de place, je le sais. Mais il s'essaye pareil. C'est simple, littéralement. Il a fait exactement ce que je décris. C'est la première. Je suis rentré à la maison, j'ai écrit ça parce que j'en revenais pas. Et puis, euh, j'ai klaxonné parce que le gars, il a failli me frapper. Puis, il est sorti de son char et il m'a engueulé comme du poisson pourri. Mais là où le roman commence pour moi, c'est que j'ai rien dit. Mais si j'avais été Frank, tu sais, à 12 près, t'aurais pu voir que tu es devant un char de Ah police. ouais. Donc c'est la première chose que j'ai écrit qui avait rapport à ce personnage-là. Et puis j'avais déjà commencé quelques trucs. Je pense que j'avais écrit la première scène dans le diner avec les 4 gars, qui sont des gars que c'est pas c'est pas des- c'est- il y avait juste le personnage de Jim. Quand j'étais jeune, il y avait ce gars-là qui habitait pas le quartier, qui venait, ben, il devait habiter proche, mais je savais pas, on ne savait pas d'où il venait. C'est un peu Un mystérieux. petit peu mystérieux, puis il semblait un petit peu plus vieux que nous, puis je pense que ses parents étaient séparés, ça lui donnait parce qu'on parle de 1969, les parents séparés, puis des divorces, Ah ouais. c'était pas comme aujourd'hui, Non, non. c'était un big deal, comme on dirait. Donc, il y a toujours eu un genre de, je sais pas, ouais, un petit peu à part, un petit peu détaché, mais donc ça m'a toujours. Puis quand j'ai commencé à écrire, donc je me suis servi de ça. Tu sais, OK, c'est un gars qui vient d'ailleurs, puis qui est un petit peu, euh, peut-être un petit peu plus vieux, un petit peu au-dessus de ses affaires. Il y a quelque chose de ce gars-là qu'on comprend pas, mais qui est. Et puis finalement, ça va être le fil conducteur de toute l'histoire. Puis tu as créé deux personnages principaux qui sont des francophones, deux policiers francophones. Un qui est à la retraite puis qui est rappelé pour donner un coup de main, là, Frank Duchesne. Et l'autre personnage qui est Miloud Slimane. Donc, c'est deux francophones qui travaillent dans un milieu anglophone. C'est un peu, j'imagine que tes lecteurs connaissent les livres de Louise Penny. Oui, Euh, c'est un peu l'inverse de Louise Penny parce que oui, les livres de Louise Penny sont écrits en anglais, en anglais d'abord. traduits d'ailleurs, sont traduits bien entendu, mais c'est écrit en anglais
Et on comprend que Gamache, puis tout le monde qui travaille à la sûreté, dans le fond, ils Ouais, parlent français. Wellsford, c'est un peu la même chose. Il y a ouais, Frank, puis il y a Miloud, qui sont francophones. Miloud est algérien. Euh, Frank, ça le dit carrément. Il est arrivé du Québec dans les années 60. Il habitait les townhouses on l'apprend plus tard. Frank, il est né au Québec, mais ça fait depuis les années 60, disons, qu'il habite l'Ontario, Toronto. Donc, on peut comprendre que les dialogues entre Miloud et Frank sont en français, mais que ouais, tous les autres dialogues, tous les autres personnages sont anglophones. Euh, donc, dans une version, j'imagine, adaptée pour le cinéma, ça serait un film qui devrait être presque moitié-moitié français et anglais, mais ouais, l'exercice, ça serait intéressant parce qu'on voit la particularité puis José peut en parler un peu. euh, Le français de Toronto, les francophones de Toronto, c'est pas comme les francophones, disons, du nord de l'Ontario. yeah, Souvent, les francophones de Toronto viennent d'ailleurs, viennent du Québec ou beaucoup d'autres pays, de Côte d'Ivoire, d'Haïti, mais les Québécois qui sont arrivés en Ontario dans les années 60-70, euh, comme moi, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là parlent un anglais sans accent, comme José, et puis, donc, peuvent passer pour des anglophones, mais quand ils parlent français, ils n'ont pas d'accent non plus. Donc, ça ah, fait des bêtes un peu bizarres, mais c'est une langue qui est particulière, ou c'est une utilisation des deux langues qui est particulière, et j'ai encore pas vu ça à la télé ou au cinéma. ouais, Les c'est Québécois sont, vrai, les Québécois sont vraiment pas bons là-dedans. Les Québécois là, ne savent pas comment insérer l'anglais dans leur dialogue en français. ouais, Même chose pour les sacres en anglais, ils sont pourris là-dedans. ouais. Puis si on parle de certains personnages, comme le cycliste, par exemple, est-ce que c'est une expérience que tu as vécue, ça aussi? Ah oui, j'imagine. Ah, ça m'a mis le feu aux poudres. Littéralement, j'étais en moto à l'époque. Je descendais tout près de chez nous. Il y a un boulevard qui est assez à pic, qui descend quand même. Et je descendais en moto et puis il y avait quelques cyclistes, dont un qui allait pas mal vite. Quand tu peux voir qu'il fait entre 40 et 50 km/h en vélo, C'est vite. il va au toast, comme on dit. Ouais, Mais là, je passe à côté de lui, puis je regarde, puis il était littéralement en train de texter à deux mains, là. Il n'y avait pas de main sur son guidon. Et il descendait là, à peu près à 45 km/h à côté de moi. Donc, un caillou, un nid de poule, il aurait pu littéralement se retrouver dans mes roues. Donc, j'ai contourné. Mais encore là, dans le roman, Frank a le courage que moi. que- et puis Frank décide de le confronter, mais c'est ça. Ça devient un peu un truc qu'on retrouve trois fois. Et à la fin, ouais, c'est parce que Frank, il en peut plus. ouais. Mais ça permet de découvrir le caractère du personnage, entre autres. Cette scène-là, au début puis à la fin aussi, Ouais. ça explose, là, c'est assez, là. Mais c'est une façon intéressante de décrire un personnage sans le décrire, mais dans son attitude, dans ses réactions avec les autres. Ben c'est ce que, oui, exactement, merci. J'apprécie que tu soulignes ça parce que moi, c'est ce que j'aime. Euh, je- puis ça vient du théâtre un peu ou de mon expérience au théâtre. Aussi, Moi, ouais. c'est quand j'entends du dialogue de théâtre où la personne s'explique, je me dis, OK, ben non, on n'a pas fait notre travail, là. C'est pas, tu sais, Ouais, on devrait comprendre ou on devrait découvrir le personnage, selon moi par, par ce qu'il fait ou ce que les autres disent, mais pas, il est pas, s'il est obligé de s'expliquer, ben c'est comme, moi je trouve pas ça intéressant. ouais. Donc là, tu as oh my God, ok, ben ouais. Et c'est ce qui est drôle par rapport à la scène dont tu parles. On a participé à un book, une lecture de livre, là, un book club à Oakville à un moment donné. Et puis, l'animatrice a dit, parce que la façon que cette scène-là se retrouve dans le livre, c'est que Frank pose un geste assez violent Mhm. par rapport au cycliste.
Mais la madame a dit, Oh my God, je suis rendu. Elle dit, il a perdu la boule, le personnage. Puis là, on tourne la page, puis elle se rend compte que ben, c'est pas exactement ce que ça semble être à la fin, Ah ouais, au bas de la page. ah ouais. Il a pas fait exactement ce qu'il dit, mais c'est quelque chose qu'il aurait fait qu'il fait dans sa tête parce qu'il n'est plus capable. On va parler de la couverture, puis après ça, on va revenir aux éléments de roman. Euh, un livre, ça a une couverture de première, ça a un dos, ça a un quatrième de couverture, et dans certains cas, il y a des rabats. Et lorsqu'on ouvre le livre au complet, puis on va voir à l'écran l'ensemble de l'œuvre, j'ai vu à partir de photos de lancement que c'était une petite toile qui est à peu près un peu plus grande que le livre. Pour moi, c'est des moments qui font surface, qui, puis je suis j'apprécie beaucoup que tu l'aies mentionné. C'est ça, on apprend beaucoup au sujet du personnage, mais par des moments clés comme ça. Donc, on comprend que, OK, c'est pas un pacifiste, le monsieur, là. Il y a un petit côté, il y a un edge, comme on dirait. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, OK. Alors, ben, c'est ça. Fait que, ben, je vais montrer le livre rapidement si c'est correct. Fait qu'il est ouais, gros comme ça. Et puis, ben, quand on l'ouvre, ben, c'est comme ça. Fait que moi, j'ai fait faire un panneau un peu plus grand. Parce que oui, moi, je fais des fois des petits mini-collages, mais là, parce que c'était quand même, il y avait beaucoup d'éléments, j'ai fait faire un panneau qui était un peu plus grand, mais très facile à convertir à cette grandeur-là. ouais. Ouais, C'est un collage, ça aussi, hein? oui, C'est alors un tout ce que assemblage vous d'images. voyez, c'est 100% découpé à la main, collé. Puis, ben, mon mari est graphiste, web designer. Fait qu'il m'a aidé avec certains petits éléments pour nettoyer. Puis là, j'avais de la colle peut-être un peu partout, là, fait que pour essayer de mettre ça tout beau et propre. Ouais, Euh, alors oui, puis j'ai utilisé des pochoirs, puisque j'ai beaucoup, parce que qu'est-ce qui m'a aussi fait vraiment, que j'ai vraiment voulu faire la couverture, c'est que ben, de un, j'ai travaillé avec Claude, puis on a une bonne relation, mais aussi c'est parce que c'est l'élément vintage du ouais, livre. ouais. Alors, puis je pense que Claude aussi recherchait ce look-là aussi. Fait que pour moi, c'était une vraie joie là, tu sais, de trouver les éléments. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Je vous dirais que ça m'a pris plus de 30 heures à faire mes recherches, les images, les tons, ce que ça représente. Puis en même temps, tu sais, tu veux pas non plus donner l'histoire dans la couverture, Ouais. mais juste des petits clins d'œil. Ouais. Parce Alors, c'est pour ça que- on retrouve entre autres l'astronaute, la oui, référence à la exactement. scène des jeunes. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs parce que à cette époque-là, je pense que j'étais avec trois ou quatre amis du même âge devant la télé, qu'on regardait l'alunissage. Hein. Fait que ça, Oui, c'est ce qui apparaît déjà, moi, ça apparaît mal ici, sur un des rabats. c'est ça, exactement. Puis si vous regardez dans le masque de l'astronaute, ben on voit la tour du CN de Toronto. Ah, Parce que je l'avais pas vu. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, vous savez, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est merveilleux des collages que moi j'apprécie beaucoup, beaucoup. C'est que tu peux le regarder 10 fois. Puis à chaque fois, tu découvres quelque chose que Et tu n'avais pas découvrir. vu. Fait que Ouais. c'est comme une petite histoire à quelque part, tu Ouais. sais. Il y a le Zippo là, Oui, le qui est Zippo, qui est parce que ça, c'est revenu tellement souvent. ouais. L'image est revenue souvent. Puis tu sais, la guerre, les lettres, fait que j'ai pensé, ils ont dû écrire des lettres. Fait que tu sais, moi, j'imagine, je pense aux personnages, qu'est-ce qu'ils ressentent. Fait que alors, je fais mes recherches comme ça, en conséquence. Puis je pense une de mes scènes, ben, en tout cas, moi, la couverture comme telle, celle avec ça ici, C'est BT, là. j'avais trouvé une image d'une femme en bikini jaune avec une cigarette. Puis je me suis dit, ben mon Dieu, c'est comme la femme Ouais. dans le livre. Ouais. Mais
j'ai pas pu obtenir les droits pour cette photo. Mais j'étais tellement pommée puis mordue, je sais pas comment dire là, mais j'ai dit il faut. Alors j'ai recréé la photo. J'ai demandé à Elisabeth Walling, qui est la mannequin ici, Ouais. si elle pouvait recréer cette image avec moi. J'ai acheté un bikini jaune, j'ai acheté les grosses lunettes fumées, parce que c'est vraiment 1969, Ouais, 70. ouais, ouais. Fait qu'on a fait ça chez nous, dans le salon, à terre. Ah ouais. Ouais. Et puis aussi, ben là, vous avez remarqué les hélicoptères dans les lunettes. Non. Ah, moi, ça, j'adore ça. J'adore ça. Oui, regarde, si tu regardes, attends, pas fort c'est des hélicoptères de la guerre du Vietnam. C'est ça. Ah Ouais. ouais. Ouais, les vrais de vrais, c'est... Ils sont On y pense pas, on pensait des yeux du personnage, mais c'est des Ben oui, c'est ça, ouais. exactement. Fait Ah qu'il y a ouais, ben là. il y a plein de petites références Ouais. partout dans le collage Et que... les bulles derrière, c'est la piscine. C'est Oui, c'est ça. Alors, tout le background, là, c'est une piscine avec, il y a les tuiles. Et puis, ben, si tu regardes aussi la voiture, parce que ouais, on a parlé de cette voiture souvent dans ouais, le livre, alors j'ai trouvé la marque, l'année spécifique. exactement. Ouais. Et dans le pare-brise, c'est ça qu'on dit, on voit le Golden Mile Theater. Fait que ça, c'est le cinéma où Claude Oh. allait Ah ouais. quand il était. Je mets les jeunes aussi, là, dans le. Aussi, je connais aussi le Golden Mile Theater. Euh, Puis c'est ça, là, c'est peut-être pas aussi évident, mais le background derrière l'auto aussi, c'est la ville de Toronto dans les années 70, la nuit adoré, adoré faire la couverture. Ouais, J'ai été tellement inspirée. Mais c'est ça, moi, c'est ça, c'est la recherche qui prend le plus de temps parce que je voulais ouais, tout tellement à que ça fait. soit parfait, là, Ouais. ouais. C'est ça, quand les personnages parlent de Betty et puis de c'est une belle femme, c'est à un moment donné, je referme le livre, je regardais la photo, et je me dis, ça semble être Betty. C'est ça, exactement, C'est- exactement. Puis elle a donc fumé, hein, cette Betty-là, Ouais, toujours ouais, ouais, avec la ouais, cigarette. ouais. Ça filme beaucoup dans Westworld. Ouais, ben à cette époque-là aussi, À hein, cette époque-là, c'était ouais. tout à fait normal. Dans Westworld, oui, vas-y. José, ben, par rapport aux hélicoptères, comment est-ce que tu as pensé à ça? Parce que moi, c'est mon spot préféré, là, parce que Ben, c'est parce que excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est parce que tu sais, c'est un important moment, Ouais, événement ouais, dans l'histoire. Ben c'est ça, tu vois, des fois, je ne sais pas pourquoi que j'ai pensé à ça. Comment ça que ça m'est venu d'aller chercher l'hélicoptère, mais vraiment comme une vraie hélicoptère que je pouvais avoir les droits, là. ouais, ouais, Tu sais, puis de mettre ça dans tu sais, c'est comme le reflet de la guerre. Tu sais, ouais, mais sans te lancer ça en pleine face. ouais. Tu sais, Ouais, puis Euh, c'est une image, une petite image, toute petite, mais toute qui petite. résume une partie du roman aussi, hein, sur lequel il y a un élément important dans le roman, ben, cette guerre au Vietnam. finalement, euh, c'est l'enquête, dans le fond, c'est l'enquête c'est la première enquête de Frank. Quand il explique, je crois, il explique à Betty, il dit, non, il explique à Juliana, l'autre D'autres, féminin important, qui, c'est parce que son frère est disparu à la guerre du Vietnam il a enquêté ou il a essayé de trouver, essayé de chercher. C'est parce que son frère était ce qu'on appelle en anglais missing in action, donc pouvait pas être déclaré officiellement décédé, mais était disparu à la guerre. disparus. Il a fait une forme d'enquête quand il était jeune. C'est ce qui a mené à la carrière de Frank comme policier, d'enquêteur, etc. Et puis, et qu'on comprend à la toute fin, comme j'ai un peu expliqué plus tôt, sans trop en dire, que, il trouve la solution à cette enquête-là à la fin du roman. Et puis, donc oui, c'est un élément qui est très important. C'est le fait, Ouais, même que je dirais, encore, il faut que je fasse attention, mais à la première page,
on comprend, il y a une référence très importante. L'état d'un des personnages, que, un shiner, comme on dit, un œil au beurre noir, Ouais, ça commence. ouais, Et puis, ça, on comprend tout ça à la fin. à la Mais fin, oui, tout à fait. il est là, le frère, il est là dès la première page. Ouais. Moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est la scène de l'interrogatoire sur 17-18 pages. Je pense que ça, c'est assez rare qu'on voit ça dans un roman policier, mais c'est vraiment très bien ficelé là, pour finir par découvrir certaines choses, là. Ben, ce qui était le fun là-dessus, puis c'était, comme on disait tout à l'heure, c'est que bon, OK, on se met dans cette position-là. C'est sûr on est devant un politicien. Ouais. Comme, vous devez commencer à comprendre comment j'aime les politiciens rendus. Ouais. Et puis, euh, c'est sûr que, tu sais, bon, ben, et je parlais de ça récemment à un atelier d'écriture, puis je dis, bon, ben, en faisant référence à Requiem pour un trompettiste, puis le maire de la ville, j'ai dit, ben, quand on crée un personnage ou on crée un dialogue, d'une part, on a un maire d'une ville. Bon, on sait dès le départ que c'est un menteur. Donc, donc, on sait que Chuck ou Charles Howard, le ministre des Logements euh, dans le roman, bon, c'est clair qu'il va être sur la défensive, mais c'est un politicien, donc il va essayer Ouais. de pas révéler son jeu. Ouais, Euh, tout à fait. Miloud étant très habile, et puis petit à petit à petit, va le mettre disons, va le forcer à commettre certaines erreurs ou à Ouais. révéler certaines choses qui va l'amener. Mais encore là, tout le long de l'interrogatoire, le personnage en question, le politicien, ne dit jamais la vérité. Finalement, il n'y a pas grand monde qui, tu sais, Juliana Martella non plus. Non plus, ouais. Il n'y en a pas un qui est honnête là-dedans. Tout le monde lui ment à Frank. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais là, en tout cas, moi, je trouvais que la chute finale, là, c'est vraiment, on a vraiment l'effet surprise là, de constater qui a effectivement tué la personne qu'on a retrouvée sous la piscine. D'ailleurs, est-ce que c'est une histoire vraie, cette histoire de cadavre sous la piscine? Non, c'est inventé. On s'est inventé, par contre, la piscine. Elle existait. C'est un quartier de maisons en rangée. Et littéralement, et c'était le cas quand j'étais jeune, il y avait une clôture, un petit parc, une clôture, et il y avait un domaine où, au milieu du domaine, il y avait cet immense séminaire. Séminaire, ouais, Où, moi, je dirais moins d'un kilomètre, ou peut-être maximum un kilomètre plus au nord, il y avait ce qui est devenu la rue Cassandra. Nous, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, ce qui est arrivé, on a quitté Wellsford, on est allé aux États-Unis pendant un an, et quand on est revenu dans le même quartier, mais sur la rue Cassandra, qui était littéralement à un coin de rue. OK. Donc, tout ça, c'est ce qui forme un peu le paysage du roman. Donc, euh, moi, à l'époque, on vivait, quand on était sur la rue Cassandra, euh, il y avait deux petites voisines, ben, petites voisines, il y avait deux voisines à l'époque du bikini. Euh, Ouais. et puis juste de l'autre côté de la rue, il y avait cette maison avec cette piscine et ces deux jeunes filles que j'ai côtoyées. Mon premier French, d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. C'est comme, OK, qu'est-ce qui serait se passer? Bon. Donc, c'est vraiment de prendre quelque chose de vrai, donc de connaître les lieux. Ce qui m'a vraiment guidé pendant toute l'écriture, c'est de connaître les lieux. Ben oui, tout à Et fait. puis de dire, OK, ben là, et puis pour revenir brièvement à la scène avec le type de l'Afghanistan, c'est que j'avais besoin d'un nom pour la piscine, la compagnie de piscine. Ouais. Puis, à 18 ans, je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Pioneer Pools. Mais je ne pouvais pas me servir de ce nom-là. Ouais. Et j'ai pensé, ah, mais quand j'étais quand même à 18 ans, quand j'étais à Étienne-Brûlé, un de mes copains, ils avaient une ferme au nord de la ville où j'ai appris à faire de la moto, de la motocross. Et puis, c'était sur la rue Pine Valley. Ah. Ou Donc, Pine Valley. voilà. Donc en écrivant la scène, j'ai dit, ah, ben,
Pine Valley. Pine Valley Pool, ça sonne correct. Ouais. Fait que là, j'ai écrit, ben donc, tout à coup, là, on apprend que, OK, la compagnie qui a construit la piscine, c'était Pine Valley Pools. Donc là, les personnages, tout à coup, en voiture, ils sont pas loin de Pine Valley, ils décident d'aller faire un tour. Donc, pour revenir à ce que José disait par rapport des fois, tu suis un peu la progression sans savoir où ça s'en va. Et OK, ben là, j'ai une place pour la maison mère d'où était Pine Valley Pools à l'époque. Mais de l'autre côté de la rue, et ça, c'est une autre chose vraie, la ferme où j'allais quand j'étais adolescent, je suis passé là en moto il y a plusieurs années maintenant. Les propriétaires, mon copain, sa famille avait, je crois que le père était décédé, ils ont vendu la ferme. Et quand je suis passé, c'était littéralement, la ferme avait été abandonnée. Mm. Et elle était littéralement, la façon que je la décris dans le livre, c'était une belle, c'était beau à l'époque. On passait tous nos fins de semaine là, il y avait une piscine, on faisait de la moto, et puis là, tout à coup, je me retrouve devant une jungle de. C'était épouvantable. Puis j'ai franchi la jungle et puis je me suis retrouvé à côté d'une grange où j'ai cru entendre des sons, des voix. Et encore une fois, ne pas aussi brave que Frank. J'ai crissé mon camp de là. Alors que lui avance. Alors, il avance. Donc, lui, il a trouvé des personnages, il a trouvé des personnages clés finalement. Mais moi, j'ai dit non, je m'en vais. Mais tout ça, c'est resté. Puis, donc, quand j'étais en train d'écrire, ça, c'était un lieu qui est apparu. Et puis, mais que j'ai écrit cette scène-là en l'oubliant un peu, qui revient à la fin, finalement, c'est la clé de toute l'affaire. Ça, pour moi, ça, c'était comme un moment de grâce d'écriture. C'était un bonheur pur. Mm. Toi, José, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce roman-là? Que tu connaissais le quartier, le coin, là? Oui, ben c'est ça. Moi, c'était surtout, c'est comme un peu revivre mon enfance, mon adolescence dans ce coin-là. Mon frère, je lui ai donné une copie du livre. Puis lui aussi, il l'a dévoré parce qu'il me dit, Ah, Johnny's Burgers, puis da, tu sais, fait que je sais pas, puis quand que j'ai pu tu sais, montrer le livre enfin sur mes médias sociaux, mes réseaux sociaux, ben j'ai dit, Hey, les amis d'Étienne Brûlé, les amis qui demeuraient dans ce coin-là, allez chercher le livre parce que ça, tu sais, on a vécu des beaux moments. Tu sais, c'est Oui, notre tout à fait. enfance, c'est notre C'est ça. adolescence. Fait que moi, ça m'a beaucoup touchée. C'était nostalgique, si Ouais, tu veux. Ouais, c'est ça ouais. que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais aussi, c'est tellement bien écrit. Puis, tu sais, le back and forth de 69 au présent, Ouais, ouais, c'est c'est intéressant. tellement bien fait. C'est comme. Là, je peux juste parler, je peux juste penser en anglais, là. Fait que mais, euh, mais c'est ça, c'est comme, tu sais, tout s'intègre tellement facilement. Puis, en tout cas, moi, c'est vraiment un de mes romans favoris parce que parce que oui, ça m'a touchée parce que j'ai grandi dans ce coin-là. Ah, wow, c'est nostalgique. Mais en même temps aussi parce que, ben, tu sais, je connais Claude, puis, tu sais, il est tellement talentueux. Euh, mais je l'ai seulement connu vraiment par le théâtre. Puis là, ben, il écrit ce roman fantastique. Et puis, fait ça, c'est une autre partie aussi que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Ouais. Dans ce roman-là, il y a des femmes, il y a deux femmes fortes, en fait, hein. Il y a Betty, il y a Juliana, c'est deux personnages tout à fait différents. Ça, c'est un élément sur lequel tu mets beaucoup à mettre en scène des femmes qui ont du caractère, qui ont, qui ont- à une époque où c'était pas facile pour les femmes de rester, de sortir de la maison, tu sais, dans le fond, on peut dire ça comme ça, pour aller étudier. Ben, puis je sais pas si j'avais dit ça à José. Euh, Ma mère, c'est en quelle année? Moi, j'étais en 10e année à Étienne-Brûlé. Ma mère est retournée à l'école pour faire sa 13e année à Étienne-Brûlé. Donc, elle a fait sa 13e année en 2 ans. Donc, pendant ma 10e et ma 11e année, ma mère était là aux études. Et puis, finalement, elle a trouvé
elle était employée comme bibliothécaire. Elle a travaillé à la bibliothèque. Ah, Étienne Brûlé? Ah, je savais pas. Ok. Donc, pendant 4 ans, des 5 années que j'étais au secondaire, ma mère était là. Je donnais un livre dans ma première voiture. Et puis, ce qui était dommage par la suite, quand mes parents se sont séparés, ma mère est retournée à Saint-Lambert. Et puis, elle n'a jamais trouvé le courage. Ma mère est née à la prairie, elle vient de la prairie. Son père travaillait à la briqueterie. Donc, elle s'est sortie un peu de ce milieu-là. euh, et puis, elle a voulu avoir une éducation, mais la situation faisait en sorte que elle pouvait pas, elle a dû se trouver un emploi quand elle est retournée au Québec. Et puis, elle n'a pas pu poursuivre. Ce qu'elle aurait voulu faire, c'est Ses d'avoir études. de faire des études. Et puis, ça m'a toujours un peu touché, ça, de dire dommage, puis c'est pas de sa faute à elle, c'est vraiment la situation. Une femme divorcée en 1972, c'était pas évident. Et puis, donc, c'est un peu, donc je relance ça à Betty, de dire, ben, elle, finalement, elle s'est retrouvée dans une situation où, bon, ben oui, elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Elle a épousé le garçon qu'elle a connu peut-être une soirée pendant la graduation à l'école. Et puis, bon, et puis elle se retrouve à 35 ans dans très casé où elle n'a pas beaucoup elle a pas beaucoup de choix dans la vie. Et puis, elle fait un choix dans l'histoire. Et c'était très important pour moi que ça soit clair que c'est le choix de Betty. C'est elle qui Mhm. choisit. Elle n'a pas été influencée. Elle a pris avantage d'une situation qui se présente avec une autre personne qui est. C'est deux personnes qui se rencontrent. C'est ça, ce moment-là dans l'histoire. C'est une rencontre. Je n'ai pas l'impression de dire c'est une rencontre spirituelle, mais c'est un moment partagé par deux personnes qui auront une influence l'un sur l'autre Ah ouais. par la suite. C'est pas, c'est tout. Mais ça permet à Betty d'avoir fait un choix qui dit, OK, je suis capable, je vais aller de l'avant. Et puis, on comprend quand on la rencontre plus vieille, elle a eu énormément de succès, elle a fait des études, elle a fait une maîtrise, elle est Tout à devenue fait. rédactrice de revues pour les femmes, etc. Donc ça, c'était très important pour moi de, de, de suivre ce personnage-là. Et un peu, euh, un des moments clés pour elle, c'est quand l'autre personnage lui raconte la situation. Puis ça sort directement si j'ai le temps de raconter ça vite fait, Ouais, ouais, c'est, vas-y. ça sort, ma mère a vécu ça quand j'avais 3 ans, 2 ans. Ma mère, j'aurais eu une petite sœur qui est décédée à la naissance. Ma mère a fait mourir. Et le médecin lui a dit, ça serait très dangereux, madame, euh, si vous tombez enceinte une autre fois. Parce que, donc, mes parents ont décidé d'essayer de ne pas avoir d'enfants. Sauf que, 1960 au Québec, le bon curé, Ouais, ouais. il a sermonné ma mère pendant 20 minutes à la campagne. Alors que mon père avait pris 20 secondes pour se confesser, ma mère avait confessé des mêmes péchés. Mais elle s'est fait sermonner pendant 20 minutes. Donc, et c'est ce que Betty entend à un moment donné, le choix que C'est l'autre une personnage. femme dans l'histoire aurait vécu, c'est que, bon, ben, si je fais l'amour, je vais mourir, je risque de mourir. Si je fais pas l'amour pour avoir un enfant, je vais aller en enfer. Voilà, ben, Ouais. vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur un couple. Euh, Tout à fait. donc, quand Betty entend cette histoire-là de la part d'un autre personnage, elle se rend compte comment la religion a été écrasante aussi pour elle. Et Mhm. puis elle décide de faire un choix qui n'est pas catholique pantoute, Tout à et, fait. euh, mais qui est pour elle essentiel. Elle doit faire ce pas-là. Ouais, tout à fait.
Et Juliana, elle, c'est un autre. Juliana, c'est intéressant parce que, parce que puis, je pense que je t'avais dit ça dans un courriel. Il y a beaucoup de liens entre les films, entre les documentaires de l'ONF, Ouais. dont le nom du personnage Miloud. Et puis, Julia, j'ai fait un petit documentaire à un moment donné, la personne en question a un domaine comme celui de Juliana au nord de Toronto avec des chevaux, etc. C'est très beau comme endroit, puis mais c'est une femme de caractère, une femme Ah forte, ouais. une femme C'est, éduquée. Et donc, Juliana, c'est ça. Donc, elle était un petit peu bum quand elle était au secondaire, mais c'est un entrepreneur qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et puis, ce que j'aime beaucoup du personnage de Juliana, et ça se révèle vraiment à la toute fin, c'est qu'elle ne juge pas. Elle nous raconte l'histoire d'un des personnages clés. Quel a été le dénouement ou le destin de ce personnage-là? Et elle raconte son implication là-dedans sans jamais le juger. c'est vrai. Un personnage qui a vécu quelque chose de traumatisant et finalement, elle est là pour lui et c'est, dans le fond, totalement illégal ce qu'elle fait. Mais euh, elle ne porte pas de jugement et elle sait que... Non, elle devient un peu l'ange gardien de ce personnage-là. Mais moi, ce qui était important pour moi, c'était qu'elle ne le juge pas. Elle est là, tout simplement. Elle comprend que c'est une personne en détresse et elle est là pour lui. Donc, c'est là où vient la force du personnage. Ça lui permet de vraiment de tenir tête à Frank tout le long sans lui dire la vérité, mais à la fin, elle doit le révéler et on comprend la relation spéciale qu'elle avait eue. Ouais, tout à fait. Westford a reçu le prix du premier polar de la Société du roman policier de Saint-Paco. C'est un prix vraiment important. Euh, on constate en fin de compte que ce roman policier-là, c'est beaucoup plus qu'un roman policier. Le roman policier est un peu, l'enquête est un peu une trame qui nous permet de découvrir des aspects sociaux, des aspects politiques, des aspects du développement domiciliaire, la construction d'édifices à Toronto, etc. Tout ça est alimenté, en fait, ou alimente l'enquête policière. Ben, écoute, je te remercie beaucoup parce que oui, exactement. Euh, C'est comme ça que je l'ai perçu. Je suis content parce que c'est rare que j'en entends parler, parce que puis c'est rare que j'ai la chance de vraiment de pouvoir en parler comme on fait aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, j'apprécie beaucoup, je te dis. Euh, oui, c'est ça. Juste par exemple, je vais te donner un exemple du personnage du frère qui va à la guerre du Vietnam. Euh, Lors de mon travail sur le projet Vimy avec l'ONF, littéralement, j'ai interviewé un type qui était un peu, disons, mon contemporain. Il était un peu plus vieux que moi. Et puis, en 1969-70, lui, il habitait à Etobicoke, là, qui est une autre banlieue de Toronto. Et il s'est inscrit dans les Marines. Il est allé à Buffalo, aux États-Unis. Il est devenu Marines. Il est allé au Vietnam. Il est revenu. Et puis, ce qu'il m'avait dit, ça m'a vraiment fait réfléchir. Parce que lui, selon lui, et je comprenais tout à fait ce qu'il voulait dire, sa culture. Donc, quand on parle culture, on parle, disons, par exemple, cinéma, littérature, musique, etc. Sa culture, dont la mienne, et peut-être José peut m'appuyer là-dessus, ma culture, dans le fond, pour toute fin pratique, elle est américaine. Ouais. J'étais au secondaire, même à partir des années 60, quand on est arrivé à Toronto, il n'y avait pas de radio. Il y avait Radio-Canada, il n'y avait pas de TFO. Ma mère écoutait les Joyeux Troubadours à la radio, mais c'est pas mal la seule chose qu'on entendait en En français. français. Donc, musique, cinéma, télévision, c'était de l'anglais. Et ce type-là, il me récitait là, des noms d'animateurs de télé ou de diseurs de nouvelles de Buffalo que je connaissais. Donc, on avait le même background, lui et moi.
Et lui, sa raison de s'inscrire dans les Marines, c'était qu'il croyait que puisqu'on tirait le bénéfice de la culture américaine, il ne comprenait pas pourquoi les Canadiens n'étaient pas au Vietnam avec les Américains, mais que lui sentait que c'était son devoir d'aller défendre la culture américaine contre le communisme. Ouais, ouais. Et puis, je respecte totalement son choix et je crois qu'en lui parlant par la suite, il a compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais il reste à ce jour Marines parce qu'il dit que c'est une partie de sa vie très importante. Donc, il était combattant au Vietnam des années 60, mais sa raison de faire ce choix-là, c'était pour défendre la culture, notre culture Américaine. américaine. Donc, ça m'a beaucoup marqué et drôlement, j'étais en train d'écrire cette scène-là, la scène du frère, quand j'ai fait l'entrevue avec ce type-là. Et puis, ça m'a donné vraiment, pour moi, la clé de, Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Pourquoi est-ce que c'est... Et c'est pour ça que Frank parle à son frère comme il dit, t'es-tu fou? Tu te rends pas compte, la guerre au Vietnam? Mais il était sincère, le frère, quand clairement. il fait ce choix-là, comme Ouais. la personne que j'ai rencontrée pour le film. Est-ce que tu perçois comme ça aussi, hein, José, cette réalité-là? Ben, je pense parce que j'étais pas mal jeune, puis je suis arrivée en 74, fait que je pense que c'était pas vraiment mon époque Ouais, à moi. Alors, ouais, je peux pas vraiment. Et, C'est sûr que, c'est sûr que, tu sais, je regardais la télévision en anglais, les films, quand on est au cinéma, ben, c'était en anglais, puis c'est sûr que ben, c'était tout le temps surtout américain. Mais non, je peux pas dire que j'ai eu la même expérience que toi, Claude. c'est ça, donc le truc du personnage Vietnam, mais oui, pour moi, le roman, c'est beaucoup ça, c'est de trouver une façon d'aborder certains sujets euh, qui me tiennent à cœur, mais tout en racontant une histoire, ce qui est principalement ce qui est important pour moi, mais aussi bon, mais ces personnages-là existent dans une réalité qui a été ouais, comme je disais, euh, le Vietnam, à l'époque, quand j'étais adolescent ou préadolescent, c'était partout, là. On, ouais. on entendait parler aux nouvelles tout le temps, et puis surtout quand on est déménagé aux États-Unis. Euh, Nous, on ne savait pas, on se posait la question, mon frère et moi, euh, à 18 ans, si on était resté aux États-Unis, lui et moi, on serait revenus au Canada. Ouais, pour pas aller, Je sais pas si je pense pas qu'on aurait été obligé de le faire, mais on ne sait pas quelle peut-être, ouais. aurait été aussi notre attitude envers ça rendu à 18 ans. Parce que la guerre n'était pas finie quand j'avais 18 ans. Une scène que j'ai bien aimée aussi, c'est la scène chez le barbier, là, où le barbier aiguise son rasoir. Ça m'a rappelé ça, moi, de mon enfance, quand je suis allé avec mon père chez le barbier à Limoilou, sur la troisième avenue. Et ça se passait exactement comme ça. C'est là qu'on entendait raconter toutes sortes d'histoires, là. Et c'est intéressant de trouver des points de connexion comme ça, là, dans des endroits qu'on croirait carrément différents. Mais dans le fond, c'était l'époque et ça se passait comme ça. Ben, tu vois, c'est ça qui est vraiment, euh, pour moi, c'est jouissif, si vous me Ouais, permettez. Euh, Tu sais, moi, je sais pas, tu sais, j'ai pas énormément d'expérience. Mon expérience, donc, soit écrire pour le théâtre ou écrire, dans ce cas-ci, pour le roman, c'est tout simplement, je fais juste décrire ce que je vois. Et puis, mhm, donc, par exemple, la scène dont tu parles, Frank, il se retrouve sur une rue quelconque, et puis, ah, OK, de l'autre côté, il y avait le centre d'achat où mon père allait se faire couper les cheveux. les cheveux. Chez Mario, Mario's, Ah ouais, et puis j'allais là avec lui de temps en temps. Donc, pour moi, ce sont des lieux qui existent pour vrai, qui se retrouvent dans le roman. Euh,
Donc, Frank regarde de l'autre côté de la rue, il voit chez Mario's où son père allait se faire couper les cheveux. C'est simple, c'est pas compliqué, mais ça apporte pour moi une certaine. Moi, je vois où est-ce qu'il est, Frank. Je vois son impatience au volant, dans la voiture, je vois pourquoi, je vois. Et tout son parcours dans l'histoire, que ce soit, pardon, que ce soit au nord de la ville, chez Juliana, que ce soit Pine Valley Pools, chez Johnny's Hamburger, Ouais, ce sont des lieux que je connais. Et puis, ouais. ce qui était très le fun, c'est de tout simplement suivre le parcours de Frank dans ces lieux-là. Et puis, que tout à coup, cette histoire-là se révélait, était là. Ouais. Moi, j'avais l'impression que je l'accompagnais, le personnage. Puis on le voit, puis on le suit, puis on découvre en même temps avec lui des morceaux d'histoire, puis on se pose des questions un peu comme lui. Puis ça, je trouve que c'est excellent. Euh, Ce roman-là a eu un prix, mais la couverture devrait avoir un prix aussi. Ça n'existe pas, c'est des prix pour les couvertures de livres, hein? Je sais pas, On devrait créer ça. je- On parle beaucoup du roman. Maintenant, ça serait peut-être intéressant que tu nous en lises un petit bout pour découvrir un peu la plume de Claude. Puis ça, je pense que les gens qui nous regardent ont déjà le goût de se procurer le roman. Mais là, attendez d'en entendre un petit extrait et ça va finir de vous convaincre. On t'écoute. Je voulais juste dire, puis je te l'ai dit, José, mais j'adore, j'ai beaucoup apprécié le travail que tu as fait. Puis, tu sais, c'est ça, il y a plein de subtilités. Puis, comme on vient de le découvrir, c'est certaines subtilités que toi puis moi, on connaît Tout à fait. pas. Puis, non, non, je pense que tu as fait un beau travail. Puis, là, c'est comme le choix de couleurs, tu sais, ça- ça nous attire. Ouais, c'est quoi cette Tout à affaire? fait. Ouais. Oh, merci. Beau, 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 beau travail. Quand moi j'étais jeune, euh, comme dans le roman, littéralement, à l'autre côté de la clôture, il y avait un champ où il y avait, à l'époque, la première année qu'on était là, des granges, des chevaux euh, et un séminaire. On savait pas. Et moi, même, personnellement, je ne savais pas c'était quoi jusqu'au temps où j'ai commencé à faire de la recherche pour le livre. Et puis, une des motivations ou ce qui a lancé l'expérience, c'est que, et il y en est question dans le livre, il y a une pancarte sur la rue Don Mills. Don Mills, c'est un quartier, c'est une petite banlieue qui fait partie de North York. Et puis, il y a une pancarte qui dit Don Mills, Canada's first planned community. Donc, Don Mills, la première communauté planifiée du, du Canada. Ouais. Et puis, drôlement, cette pancarte-là était là quand j'étais jeune et elle est encore là. Elle existe encore. Et puis, à un moment donné, je passais sur la rue Dalmers, je vois ça, je dis, putain, c'est quoi cette affaire-là? Puis, j'ai commencé à faire un peu de recherche. J'ai trouvé un livre sur Don Mills et carré au milieu du livre, ce séminaire-là, j'ai dit, coudonc, c'est le séminaire que. Effectivement, c'était ce séminaire-là qui existait quand j'étais jeune, qui a été démoli en 1970. Et moi, j'avais cru que ça avait toujours existé, cette affaire-là, mais non, il a été construit en 1950 par les frères des écoles chrétiennes et qui a été finalement abandonné. Pendant 2 ans, c'était vide et TQ, on est rentré, nous, on est rentré dans le Ah, sous. ouais. Moi, j'avais volé un miroir, je sais pas. Mais on était TQ, là, on était comme 12 ans, là, à peu près, là. Dans un séminaire complètement vide, poussière partout, les fenêtres condamnées. Donc, Vous aviez soulevé le panneau de plywood, là, puis vous un étiez genre, glissé à l'intérieur. une fenêtre en dessous, puis on s'est trouvé dans cette affaire-là. Et puis, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, le livre m'a expliqué que c'était sur une terre qui avait appartenu, et comme je le dis dans l'extrait que je vais lire, bon, ben, je vais lire l'extrait, puis On t'écoute. alors, je vais vous donner 3 secondes d'installer. C'est à la page. La page 158.
Je pense qu'il est temps que j'arrête de conduire. Je me suis fait prendre dans un asti d'embouteillage de merde. Ben Slimane me regarde avec un sourire à faire chier. Tu sais, Frank, laisse faire. Si tu te servais de ton GPS de temps en temps, pourrait t'éviter ce genre de frustration. Il retourne à son ordinateur. J'ai fait un petit montage d'images que tu vas sûrement trouver intéressant, dit-il. Miloud, il faut qu'on se parle. Attends, donne-moi 2 minutes. Tu vas trouver ça trippant. Je suis allé sur le site des archives de la ville de Toronto. J'ai trouvé toute une série de photos aériennes de la ville prises entre 1947 et 1992. C'est fascinant. Tu vois l'évolution de la ville d'une année à l'autre. Miloud, regarde, tu vois, en 1950, il n'y a pas encore de parkway. La vallée est intacte et le territoire est agricole. Mais regarde, là, au centre, il y a une maison et un peu plus haut, des granges. C'est quoi? Maryvale Farms. C'est le domaine de Frank O'Connor, dit-il. OK, attends une minute, là. C'est le quartier de la scène du crime. Mais c'était qui O'Connor? C'est celui qui a fondé Laura Seca. Les chocolats. Pas de farce, c'est canadien. Ouais. Et il a fait une fortune au début de ton siècle. Très drôle. Ben, écoute, zoom in. Ici, regarde la maison, là. C'est la maison des Martellans. L'image agrandie était très granuleuse, mais on y apercevait clairement la cour arrière et le trou creusé pour la piscine. Regarde au bas à droite de la photo. May 13, 1970. La date à laquelle la piscine a été creusée. Sur le trottoir devant notre ancienne maison, il y avait une voiture noire, probablement celle de mon frère. Dire que j'étais peut-être dans la maison au moment où la photo avait été prise. J'en reviens pas à quel point tout était à proximité. Zoom un peu à droite. Tu vois le carré de maison en rangée juste au coin, à côté du petit parc, du petit terrain de jeu. C'est là où habitaient les Howard dans les années 60. Comment tu peux savoir où habitaient les Howard? Je comprends pas. Tu vois le townhouse directement de l'autre côté du square en diagonale? Oui. C'est là que j'habitais quand j'étais ado. Attends, je comprends pas. La maison sur la rue Cassandra, en face de chez Martella, c'est pas là que... Oui, mais avant ça, on habitait dans ces townhouses-là. Quand on est arrivé de Montréal en 1967, c'est là qu'on a emménagé. On a déménagé sur Cassandra en 1970. Ben, c'est à côté, pourquoi déménager? Pour habiter une maison unifamiliale avec une cour et un garage. Ben Slimane est toujours rivé sur son écran. Il zoome davantage sur le square. C'est pas grand, hein, c'est tout petit. Les gens devaient se connaître. Ouais, je dirais même que les gens se côtoyaient pas mal. Ben Howard était ton voisin. Yep. Tu connaissais les Howard à l'époque. C'est de ça que je voulais te parler. Holy shit, Frank. Et voilà. Donc, Ah, ça nous situe Ah, ça nous situe dans les lieux où se déroulait le crime en question. ben c'est ça, le crime en création, les deux scènes du crime. Ouais, la scène du crime. Voilà. Fait que, euh, Et voilà. Ben, en tout cas, est-ce que vous avez des nouveaux projets de José, des choses qui s'annoncent? Oui, ben là, j'ai changé de direction juste un petit peu. Là, c'est plus artisanal, là, ce que je fais. Je travaille beaucoup avec des fleurs séchées, des cristaux. Puis là, j'ai recommencé à faire de l'art parce que j'avais arrêté un petit bout de temps parce que j'avais trop d'affaires qui se passaient. Fait que là, je fais des petits mini collages de 4 par 4. Fait que là, j'ai un festival, pas cette fin de semaine, mais l'autre fin de semaine. Puis là, j'ai apporté mes nouveaux produits puis mes petites pièces d'art. Alors, fait que je travaille là-dedans maintenant. Je fais plutôt des produits artisanaux. Et toi, Claude, autre projet de roman? ah,
Ou quelque idée de projet de roman? Donc, ceux qui auront ou qui vont lire Wellsford, euh, le personnage de Frank, euh, un peu volatile, qui à la fin de l'histoire fait tomber un certain politicien pendant une certaine scène d'interrogatoire, va se retrouver en congé sans solde, ou non, avec solde. Avec ça. Mais un peu à se tourner les pouces, à se demander qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis, peut-être qu'il se passe des choses sur sa rue. OK, OK. Fait que c'est possible. Ben, en tout cas, je connais quelqu'un qui serait vraiment, qui serait capable de faire une couverture de livre, si ça. J'en dis pas plus. Puis surtout, tant que c'est pas rendu, tant que c'est pas fini, c'est pas fini, comme on dit au baseball. On verra. Mais c'est une belle piste que je suis en ce moment. J'aimerais vraiment y arriver, mais on verra. Il y a quelques projets de théâtre aussi. Donc, c'est ça. Alors, Westworld, c'est un roman policier que vous devez découvrir. C'est un auteur que vous devez découvrir. C'est un roman d'ailleurs qui a fait l'objet de combat des livres hein, à Radio-Canada. Euh, c'est, euh, ça a été finaliste, c'était déclassé par une auteure québécoise, si je me souviens bien. Mais c'est vraiment un roman policier, je dirais un peu atypique, mais qui permet de découvrir des aspects de l'histoire de la société franco-ontarienne. Et je vous remercie tous les deux d'avoir accepté l'invitation à quelques nuances d'auteur de polar. Merci José, merci pour la belle couverture. Quand les gens liront le roman, retournez le livre, regardez le résumé de l'histoire et vous allez apprécier autant le contenu que le contenant. Alors merci tous les deux, merci Claude.